Bonjour fidèles téléspectateurs de News Live, vous faites bien de nous recevoir aujourd'hui chez vous parce que nous parlons toujours du référendum et aujourd'hui nous sommes en compagnie du 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Ce monsieur qui n'est autre que monsieur Geoffroy Fumbola Libeka, permettez-moi, Makosso. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à notre public, s'il vous plaît. Bon, je suis Geoffroy Fumbola Libeka Makosso. Je suis acteur civique, coach et formateur en entrepreneuriat certifié Nations Unies et BIT. Voilà, donc pour la circonstance, je suis député de la transition. J'occupe les fonctions de 4e vice-président de l'Assemblée nationale de la transition. Parfait. Alors, nous rentrons directement dans notre sujet. Justement, nous parlons du référendum. Nous sommes à 15 mois exactement après le coup de libération. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour organiser ce référendum? Si la question m'avait été posée, et je pense que je m'étais déjà exprimé dessus, j'ai trouvé un peu prématuré qu'on le fasse maintenant. D'accord. Parce que simplement, j'estime qu'il y a des préalables qui auraient dû être exigés, sinon mis en œuvre, pour pouvoir faire de ce référendum le premier test d'une élection telle qu'on le souhaitait au Gabon. En matière de préalable, je pense notamment à la révision de la liste électorale. Moi, j'étais pour une mise à plat du fichier électoral hérité du système déchu pour procéder de nouveau aux inscriptions. À côté de ça, il y avait le redécoupage électoral. Parce que l'objectif de l'inscription, c'était un électeur pour une circonscription. Mais vu qu'en perspective, on a un découpage électoral, je pense qu'on aurait pu commencer par ça. Et puis pour finir, pour avoir des données statistiques réelles, il aurait été mieux qu'on fasse d'abord un recensement de la population. On aurait dû le faire en 2023, on ne l'a pas fait. Je pensais qu'on aurait dû se rattraper au niveau de la transition pour d'abord faire cela. Ces indicateurs, ces données réunies, nous auraient permis, je pense, maintenant de mieux préparer le référendum. Mais bon, c'est fait comme tel. Nous n'avons pas le contrôle sur le calendrier des responsables de la transition. Nous observons. Et vis-à-vis de cette position que vous venez de nous donner avec tous ces points cités, est-ce que vous, en tant que membre justement de l'Assemblée nationale de la transition, vous vous sentez écouté vis-à-vis de votre position, mais aussi de ce que vous pouvez apporter comme amélioration ou idée? En fait, il faut dire qu'en ce qui est de l'Assemblée nationale n'a pas la capacité d'émettre des résolutions dans ce sens-là, parce que notre travail se limite à examiner les lois, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. C'est de la responsabilité exclusive de l'exécutif, donc du gouvernement, du président de la transition. Malheureusement, l'avis du Parlement n'a pas été sollicité à propos. Si on l'aurait sollicité, je pense qu'on aurait pu prendre une résolution. Quand vous dites l'avis du Parlement n'a pas été sollicité? C'est le gouvernement qui sollicite le Parlement. D'accord. Ils auraient pu nous solliciter, soit à la faveur d'une communication des membres du gouvernement pour, pourquoi pas à l'issue de cette communication, inviter le Parlement à réfléchir sur une résolution, allant dans le sens d'accompagner le gouvernement à mieux organiser justement ce processus électoral, mais on n'a pas reçu. Nous également, on a découvert le calendrier électoral dans la presse et autres, et puis bon, c'est du ressort de l'exécutif, on s'accommode. Vous vous êtes aligné simplement. Alors le projet de loi que nous avons sous nos yeux aujourd'hui compte 173 articles dans 11 chapitres départis. C'est quoi votre position face à 11 titres. Exactement, 11 titres, oui. Quelle est votre position face à ce texte justement auquel les Gabonais sont soumis aujourd'hui? Mais bon, moi je demeure toujours assez rigoureux quand je me prononce sur un document. Et c'est pour cela que le week-end dernier, j'ai présenté ce qu'on appelait le précis de la Constitution, qui est une analyse un peu plus poussée des différentes... voilà. Le précis est un document que j'ai rédigé qui porte des analyses sur certains articles. Voyez-vous, notre Constitution est partie de 120 articles de la dernière Constitution, 173 aujourd'hui. Dans ces 173 articles, on a 109 qui sont tirés des 120 qui existaient déjà, notamment de la Constitution de 91. Ce qui sous-entend qu'à plus de 60%, la Constitution actuelle reprend plus de 90% des dispositions de la Constitution de 91. À ce qui a été maintenant rajouté comme disposition, on a des dispositions par exemple qui sont communes à tous les pays au monde. Je parle par exemple de 6 dispositions, j'en prends quelques-unes. Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, avec le pouvoir de nomination des juges constitutionnels, ce sont des missions qui sont dévolues à tous les pays. Si vous prenez, je parle en fait des pays
si je prends le cas des pays africains, vous prenez soit régime présidentiel, soit régime parlementaire, soit régime mixte, c'est la même chose, le président de la République a ce pouvoir-là. Le Bénin est un régime présidentiel, le Ghana est un régime présidentiel, même dans ces deux pays, ce sont les présidents qui nomment l'équivalent des présidents de la Cour constitutionnelle. Or, au Gabon, dans la Constitution, le projet de Constitution, le pouvoir de nomination a été retiré au président pour permettre aux juges qui vont être nommés de eux-mêmes choisir leur président. À côté de ces dispositions qui sont communes, on a celle par exemple où le pouvoir de dissolution qu'on retrouve en régime mixte, en régime semi-président, en régime parlementaire, mais on ne le retrouve pas en régime présidentiel. Ça, c'est l'une des limites de notre Constitution. Il y a d'autres dispositions. Je vais parler, il y a des dispositions également qui sont fâcheuses. J'en ai identifié 8. Je ne peux pas toutes les citer. Justement, avant de passer aux dispositions qui sont fâcheuses, restons sur ce point. Ce que vous appelez limite, d'autres l'appellent dictature parce qu'ils estiment que tout est concentré désormais autour du seul président de la République. Vous répondez quoi à ça? Non, parce que simplement, ce que les gens, le problème, c'est que nous refusons d'aller à la source. Nous refusons de nous bâtir notre propre opinion. Parce que quand vous amenez des articles détaillés comme je le fais, parce que j'ai eu à examiner les constitutions des autres, en disant tel article, disposition, un président qui est président de la République avec pouvoir de dissolution de l'Assemblée, pouvoir de nomination des juges constitutionnels, ça existe dans les pays démocratiques. Le Sénégal à côté, c'est la même configuration. Moi, on n'a jamais entendu les Sénégalais crier « super président ». En France, Macron a dissous l'Assemblée nationale. Au Ghana, c'est la même chose. En dehors de la dissolution, effectivement. Le problème qu'on a, c'est que l'argument que j'entends, oui, mais comparaison n'est pas raison. D'accord. Mais comment voulons-nous être compétitifs si on ne se compare pas aux autres ? Avant d'aller se comparer aux autres, vous-même en tant que citoyen, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que les Gabonais le disent juste parce qu'ils ont découvert, ne sachant pas que d'autres républiques sont sous ce même régime, ou alors c'est juste le coup de l'émotion? Moi je pense, mais je l'ai dit en fait. D'accord. On prend les choses avec beaucoup d'émotion. Parce que quand vous demandez à la personne maintenant, essaie de motiver, justifie ta position. J'ai écouté des gens qui ont dit oui, mais au Gabon on a un super président. J'ai dit d'accord, je vous le concède. Restons factuels. Pour dire que quelqu'un est super, cela sous-entend qu'il est par rapport aux autres. Est-ce que les dispositions de ce projet de constitution, comparativement à toutes les autres constitutions, font du président qui va être élu un super président par rapport à tous ses prédécesseurs? Non. Il a moins de pouvoir que ses prédécesseurs. J'en veux pour preuve le pouvoir de dissolution de l'Assemblée. Il est limité à un seul pouvoir, en une seule dissolution pendant tout son mandat. J'en veux pour preuve le fait que le président de la Cour soit élu par ses pairs. Dans les précédentes constitutions, c'est lui qui nommait. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau du Gabon, il a moins de pouvoir que tous ses prédécesseurs. Donc, en quoi est-il super président par rapport à tous les présidents et toutes les constitutions qui ont existé? Maintenant, comparativement à ses pairs, notamment africains, mais ce sont les mêmes pouvoirs qu'il a. Lui, il en a encore même moins. Si au Ghana, au Bénin, les présidents nomment les présidents de la Cour constitutionnelle, celui du Gabon n'a plus ce pouvoir de nommer un président de la Cour constitutionnelle. Et je dis, sur cette base, à quel niveau se situe la superpuissance? Oh non, vous êtes toujours dans vos comparaisons. Comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'on est obligé de voir comment ça se passe chez les autres? Nous, on veut... J'ai dit, mais on ne vit pas dans une planète à part. Il y a des standards. Il faut qu'on apprenne également à apprécier ce qui se fait ailleurs pour qu'on se situe. Mais nous, on est dans notre imaginaire où on pense qu'une constitution, en fait, il faut qu'on la rédige par rapport à nos émotions, sans tenir compte des standards et de ce qui se fait ailleurs. Justement, sans tenir compte des standards et ce qui se fait ailleurs, est-ce que donc il ne faut pas organiser une communication pour expliquer plus amplement aux Gabonais ce qu'ils appellent dictature ou ce qu'ils ne comprennent pas qui se fait ailleurs? Parce qu'on estime que ceux qui le disent aujourd'hui n'ont pas forcément la connaissance ou n'ont pas eu en face d'eux quelqu'un qui vienne pour expliquer très clairement que voici ça se fait dans tel pays, voici comment ça fonctionne. Est-ce que donc vous pensez qu'il n'y a pas un manque de communication justement sur ce volet-là? Bon, il y a un manque de communication, oui, mais il y a surtout une volonté de la population elle-même de refuser de se bâtir sa propre opinion. C'est-à-dire que vous allez discuter avec des gens, on mélange un peu tout, on analyse la Constitution, vous allez écouter dans les motivations. Oui, mais ce sont les PDGistes qui sont de retour avec force au pouvoir, les PDGistes aussi. Mais à beau dire, mais il n'y a aucun lien entre la gouvernance et la Constitution. Ce n'est pas la Constitution du PDG. Donc, ce qui fait que beaucoup, les émotions, les rancœurs que nous avons contre ce système, nous en avons tous.
contre le système Bongo PDG, mais ce n'est pas ce qui va m'amener, par exemple, moi, en tant que citoyen, à ne pas savoir faire la part belle des choses. Quand c'est la Constitution, c'est la Constitution. Quand je voudrais régler les comptes au PDG, c'est dans les urnes que j'irai régler les comptes au PDG. Et c'est là où on saura si les citoyens gabonais sont suffisamment matures. Je me pose toujours la question, si nous le sommes. Le même PDG que les gens critiquent, mais c'est le même PDG qui transporte les mêmes. Là, on a vu à leur entrée, ils étaient nombreux, distribuent les t-shirts. Et quand vous interpellez certains, ils vous répondent « Non, mais c'est l'argent du pays. » Mais quand il est au quartier et sur les réseaux, PDG ceci, mais il ne refuse pas de se faire transporter. Donc c'est vraiment un problème de mentalité. On va continuer à travailler dessus. Exactement. Ouais. Il faut donc qu'on continue à travailler sur ce problème de mentalité. Monsieur Fumbola, dites-nous dans cette constitution, citez-nous 3 points qui seraient gênants ou encore qui serait un frein à ce que la République gabonaise, selon vous, justement, soit épanouie totalement? 3 points. Le seul point, pour moi, que j'ai identifié, c'est le pouvoir de dissolution de l'Assemblée qui ne doit pas exister en régime présidentiel. Le deuxième point, qui peut être cité, mais là, je vais envie de rester vraiment factuel, la réduction peut-être du nombre des juges nommés par le président. Je prends au Niger, par exemple, sur les 7, le président nomme 1. Au Sénégal, sur les 7, le président nomme 3. Bon, au Gabon, il en nomme 3 sur les 9. Mais je pense qu'on peut diminuer cette nomination-là à peut-être 2. Et puis, l'autre volet, le président peut aussi ne pas être le président du Conseil supérieur de la magistrature, même si, partout ailleurs, dans les autres républiques, comme je l'ai cité, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, où en 2016, Alassane Ouattara a renoncé à assurer la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. En fait, le Conseil supérieur de la magistrature, les gens l'entendent pas comme il doit être entendu. C'est une réunion des représentants des différents pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Ce n'est pas un organe permanent, c'est une réunion. Donc, dans les autres pays, cette réunion des 3 pouvoirs est présidée par celui qui exerce le pouvoir suprême, qui est le président de la République. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un organe permanent. L'organe permanent, c'est le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Au Gabon, c'est du côté de Toulon, où se trouve le siège. C'est lui qui est l'organe permanent. D'accord. Donc, dites-nous votre regard justement sur la gestion de la République gabonaise aujourd'hui. Non, moi je l'ai dit clairement, en fait, c'est une gestion qui est mitigée. D'accord. Qui est mitigée, simplement parce que le volet premier, c'est la restauration des institutions. On semble peu à peu s'éloigner de la restauration de cet objectif pour être dans un objectif de transformation du pays, qui n'est pas mauvais. Mais ce n'était pas l'objectif initial. L'objectif initial, c'est la restauration des institutions. Et il faut effectivement que l'on puisse revenir à l'objectif initial. Moi, je vous prends un cas simple. Nous sommes le Parlement. Mais dans le cas de la restauration des institutions, c'est le Parlement qui est au cœur de la restauration parce que la restauration prend forme dans les textes. Nous sommes en train d'aller... On a fait plus d'une année, on a fait 2 sessions, nous sommes au cours de la 3e session. Combien de lois avons-nous votées, avons-nous adoptées qui contribuent à la restauration des institutions? Même si il est vrai que certaines des lois qui doivent être adoptées doivent l'être sur la base de la constitution nouvelle qui va être votée. Parce qu'il y a des dispositions en rapport avec la restauration qui ne pouvaient peut-être pas être prises parce qu'elles n'étaient pas prises en compte dans les précédentes constitutions. Mais en ce qui est des dispositions qui pouvaient être prises sur la base même de la constitution en vigueur, je pense qu'on aurait pu mettre un accent particulier. On ne s'intéresse pas assez au travail parlementaire, au travail des textes. On est plus effectivement sur l'opérationnel, la construction, ainsi de suite. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ne perdons pas de vue l'engagement pris auprès du peuple qui est celui de la restauration des institutions. Vous avez dit que la constitution qui nous est proposée aujourd'hui a été tirée à 90% de celle de 91. Un peu plus, voilà. Un peu plus de 90% de celle de 91. 3 points alors qui seraient très bien, qui pousseraient le Gabonais donc à comprendre qu'il a été pris en compte ou que son bien-être a été pris en compte dans cette nouvelle constitution. D'accord. Je vais citer 3 éléments. Je vais commencer par l'autonomie des juridictions, du pouvoir judiciaire. Depuis plus de 60 ans, les juridictions se battent pour avoir leur autonomie. Parce que vous allez vous rendre compte que les magistrats, pour avoir un véhicule de fonction, il fallait qu'ils aillent gratter la tête au ministère de la Justice. Parce qu'ils n'avaient pas d'autonomie. La seule juridiction qui avait obtenu une autonomie, c'était en 2018, c'était la Cour constitutionnelle. Or là, cette constitution, plus de 63 ans après, consacre l'indépendance
financière des magistrats, qui, à travers cette autonomie de gestion financière, n'auront plus à aller gratter la tête au niveau du ministre de la Justice pour acheter un véhicule. S'ils veulent s'accorder des primes, ce qu'ils revendiquaient toujours, ils n'auront plus besoin d'aller gratter la tête. Ils vont puiser dans leur budget, comme le font les parlementaires, ceux de la présidence et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est capital pour le corps judiciaire et je pense que ça va permettre de pouvoir améliorer le fonctionnement et les conditions des magistrats. Le deuxième élément, ce sont les dispositions en rapport avec les collectivités locales. Là aussi, depuis plus de 60 ans, les collectivités locales se sont toujours battues pour la décentralisation qu'elles n'ont jamais obtenue. C'est la première fois en plus de 63 ans que dans une constitution est consacrée la décentralisation. Ça va même encore plus loin. Ça part jusqu'à mettre en place, à consacrer la péréquation entre les collectivités locales. La collectivité qui gagne le plus redistribue à celle qui gagne peu. Ça, c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas, en fait, un jour au Gabon. Ce sont deux choses importantes. La troisième chose importante, elle est d'ordre, je veux dire, civique. Cette constitution est la première à consacrer la société civile comme un acteur de la démocratie. Les politiques, depuis que le Gabon et le Gabon se sont toujours arrangés à exclure la société civile comme un acteur de la démocratie, c'est la première fois. Et dans le cas de cette société civile, cette constitution est la toute première à reconnaître un régime pour les ministres du culte, à reconnaître un régime pour les traditionalistes. Nos papas qui sont dépositaires de notre tradition, qui ont des mbanja, il n'y a aucun qui va vous présenter un récépissé de mbanja. Mais à travers cette constitution, ils auront l'opportunité d'avoir une reconnaissance juridique. Les églises on avait juste reconnu la liberté du culte, mais ils n'avaient pas un régime en tant que ministre du culte. Donc les pasteurs et autres vont s'organiser à se donner des statuts. Le numérique est consacré. Tous nos créateurs de contenu, vous êtes sur le web. Vous êtes obligés de passer par le volet communication pour exister parce que le numérique n'était pas reconnu dans la constitution. Je pense à tous les autres jeunes qui sont dans le numérique, les Nzenge, les Jack Bauer et j'en passe. Grâce à cette constitution, ils auront dorénavant un statut qui leur permettra de cotiser à la CNSS, qui leur permettra d'avoir une carte NAMGS et d'être peut-être retraités par rapport à leur statut. Et cela est élargi également aux artistes et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolé, avec des innovations comme celle-là, obtenues en plus de 60 ans de lutte, je ne peux pas me focaliser uniquement sur un mandat de 5 ans, ceci. Non, il faut qu'on soit factuel, il faut qu'on cesse d'être égoïste, de ne raisonner que comme étant des politiciens. Raisonnons comme les Gabonais. Il n'y a pas que les politiciens qui ont leurs droits et qui doivent exister dans la Constitution, parce que toutes les dispositions que relie, madame, ne sont en rapport qu'avec la politique. Vous avez entendu un jour quelqu'un vous dire que dans le numérique, dans la Constitution, les acteurs du numérique, les émeraudes et autres pourront avoir un statut, être reconnus, enregistrés. En fait, non, malheureusement, je pense qu'elle a besoin de les histoires de 5 ans, 7 ans. C'est important. Mais entre ça et son statut qui lui permettra en fait d'avoir une identité en tant qu'artiste, je pensais qu'elle a à réfléchir. Sachant que les 5 ans, 7 ans, elle peut changer ça au cours d'un autre référendum ou au cours d'une autre modification. Elle va d'abord préserver ce qu'elle a eu comme acquis qu'elle n'a jamais eu. Elle va se battre pour avoir plus. Très bien, elle va se battre pour avoir plus. Et parlons à présent de votre combat au sein du COPIL citoyen. Venez de nous dire que désormais, le COPIL citoyen ou encore toute autre action menée pour les citoyens, désormais mérite une reconnaissance au sein de ces textes. Vous, votre combat au sein du COPIL citoyen, est-ce qu'il continuera ou alors vous allez simplement vous focaliser sur vos nouvelles non, mais je suis toujours aussi actif, je suis membre du COPIL citoyen, toujours et toujours actif, à la différence que la charte qui nous régit, interdit au vice-président des institutions, au président des institutions, d'exercer des fonctions officielles dans une organisation. C'est à ce titre que je me suis retiré comme porte-parole, mais pas comme membre actif, parce que je suis toujours au sein du COPIL, je contribue aux travaux, on est en train d'examiner, boucler l'examen de la Constitution, donc je suis membre actif et ça n'a pas changé. Très bien, donc nous nous acheminons petit à petit vers la fin de notre entretien. Dites-nous, Monsieur Géoffroy, est-ce qu'au terme de cette transition, vous souhaiterez vous présenter pour une quelconque élection? J'ai été candidat en 2023 pour l'élection législative, parce que je reste convaincu que la priorité pour le Gabon, ce n'est même pas la présidentielle. La priorité pour le Gabon, c'est un législatif qui est fort.
Parce que c'est au sein du législatif, en réalité, que toutes les décisions importantes se prennent. Exactement. Moi, ma place, elle est au législatif. Je suis à l'aise où je suis. C'est pourquoi j'initie des lois, j'adopte et je rejette des lois que j'estime ne pas être bonnes. Je me battrai au cas où toutes les lois que je souhaite proposer ne passent pas, pourquoi pas revenir. Mais si les lois que je propose, sur lesquelles je travaille, sont adoptées, je ne vois pas l'utilité de revenir. Très bien. Vous ne voyez pas l'utilité de revenir. Alors merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Nous parlions de la transition, mais aussi de la Constitution qui a été mise à la disposition des Gabonais pour voter ce que sera le futur du Gabon. Monsieur, un dernier mot peut-être? Un dernier mot, c'est d'inviter toujours nos compatriotes à toujours se forger leur propre opinion. Je sais que la culture de la lecture, on ne l'a pas, parce qu'on est de tradition orale, mais ce n'est pas une excuse, parce que les autres pays, ouest-africains ou autres, au niveau de conscience assez élevés, font l'effort d'avoir des débats qui sont constructifs autour des documents et pas juste autour des attaques personnelles et autres. Donc vraiment, battons-nous pour avoir cette culture, parce que tant qu'on est éloigné des textes, on se fera facilement manipuler, et c'est l'une des grosses faiblesses au niveau donc de notre population. Je souhaite effectivement, c'est le mot de fin pour moi, qu'on revienne à la lecture, qu'on soit assez regardant sur tout ce qui est soumis à notre appréciation. Super. Alors merci à vous chers téléspectateurs et internautes de News Live. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de l'Interview.